Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. Les derniers arrivés, n'hésitez pas à vous asseoir. Bienvenue à cet événement qui est consacré aujourd'hui à l'optimisation de nos consommations d'électricité dans les bâtiments. Événement à l'invitation d'abord de Six Smart Grids, qui est l'association de la filière française des réseaux électriques intelligents, que j'ai l'honneur de présider. Invitation aussi de RTE, d'Enedis, du GEMELEC, de l'IGNES, avec la présence de la CRE. Je remercie Yvan Faucheux d'être là. J'en profite d'abord pour remercier l'association Think Smart Grids qui a été beaucoup à l'origine de cet événement, beaucoup, pas que, mais beaucoup, et son directeur général, Régis Ledrezen, qui est là. Alors cet événement, il est prévu pour 2 heures, il est ouvert à la presse, il est prévu en physique avec vous. Merci d'être présent physiquement, mais aussi en ligne. Et nous avons beaucoup de personnes qui sont connectées en Teams. Il va y avoir un certain nombre de présentations. Il y aura à la fin un temps de questions pour la presse d'abord, puis pour la salle. Je dois vous préciser que cet événement est diffusé en direct sur YouTube. Donc, je vous ai parlé des participants qui sont à distance. Et pour les questions qui sont à distance, je vous demande, vous pouvez les poser au fil des interventions. Je vous demande de ne pas oublier de les écrire sur le chat en précisant votre nom s'il ne figure pas sur votre adresse Teams et surtout votre entreprise ou votre média pour qu'on puisse les traiter au mieux en fin de séquence. Voilà. Alors, je vais prendre quelques minutes pour essayer de planter le décor parce qu'on va parler d'optimisation des consommations d'électricité. Et en fait, ça se comprend bien quand on refait la big picture. Finalement, qu'est-ce qui justifie de parler maintenant d'optimisation de la consommation d'électricité dans les bâtiments? Parce qu'aujourd'hui, les composantes du système électrique ont déjà changé et sont en train de changer. Alors, les ENR, vous le savez, se sont développées. Elles produisent selon des rythmes naturels qui sont différents. Le solaire produit abondamment dans la journée. L'éolien produit les semaines venteuses. La production hydro, elle fluctue en fonction des saisons. Le nucléaire, qui est aujourd'hui davantage disponible qu'avant, produit préférablement en continu. Certains consommateurs commencent à consommer différemment. Plus d'efficacité dans le résidentiel, on y reviendra. Des nouveaux usages, le véhicule électrique, bien évidemment. Le chauffage, les pompes à chaleur. Les usines, elles, sont en train de s'électrifier. Les data centers sont en plein boom en France. Bref, si les composants du système électrique changent, que leur rythme de production ou de consommation change aussi, tout le monde comprend qu'il est normal de modifier la manière de piloter le système. Et c'est ça notre point. Alors, modifier la manière de piloter le système électrique, ça suppose pour les gestionnaires de réseau que nous sommes avec Enedis de développer des nouveaux outils techniques. C'est pour ça qu'RTE va lancer prochainement des concertations sur les futurs mécanismes techniques de pilotage du système électrique pour qu'on gère bien les grandeurs électriques sur le réseau. Je le cite, je n'y reviendrai plus, ça va commencer dans les mois qui viennent. Mais ce que je veux dire, c'est que modifier le pilotage, c'est aussi une chance collective de réoptimiser la manière dont le système fonctionne et dont on consomme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux faire correspondre les rythmes spontanément différents de la consommation et de la production, et avec de plus en plus d'acuité au rythme de développement des énergies renouvelables. Ça veut dire tirer le meilleur parti de l'électricité qu'on produit dans le pays et que nos voisins produisent aussi. Et ça veut dire offrir une électricité au final et en moyenne au meilleur coût pour la collectivité. Mieux consommer l'électricité quand elle est produite au meilleur prix, désormais, avec beaucoup de solaire, plutôt en milieu de journée. Alors ces changements, ils ne sont pas nouveaux, on ne les découvre pas. On a bien évidemment commencé à modifier la manière dont le système électrique devait fonctionner. Donc, et de toute façon, ces changements seront progressifs.
on doit les poursuivre. Alors changer le pilotage du système électrique avec l'ensemble des acteurs qui y jouent, on a l'impression que c'est une grosse affaire. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on l'a déjà fait dans l'histoire de France, puisqu'on a connu une transformation plus brutale que ce qu'on vit aujourd'hui sur la manière de piloter nos systèmes électriques nationaux lors de la vague d'électrification française et lors du développement du parc nucléaire français. Et souvenez-vous, à l'époque, on avait positionné la recharge des ballons d'eau chaude aux heures creuses, et on en reparlera, plutôt la nuit, en fait, tout simplement parce qu'à cette heure-là, l'électricité était produite de manière abondante, bon marché, parce que le parc nucléaire fonctionne plutôt en bande. Voilà, donc on l'a déjà fait. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose finalement avec le développement linéaire de notre production d'énergie renouvelable. Et grâce à l'excellence de la filière française, on a la capacité d'offrir des nouvelles solutions techniques pour décaler facilement, et j'insiste sur le mot facilement, nos usages en milieu de journée ou lorsque cette électricité est la plus abondante. Voilà le cadre général. Alors, nous, chez RTE, là je vais changer de casquette, je quitte celle de Think Smart Grid, on a déjà documenté un monde du souhaitable, de l'électrification, c'est le monde du chemin de la neutralité carbone. Je ne vais pas trop y revenir devant vous. Vous avez déjà vu ces chemins plusieurs fois. Ce qu'on sait, ce qui est démontré par beaucoup d'organismes, d'institutions, c'est que ces chemins de la neutralité carbone, ils passent par l'électrification. Ça, c'est un fait, c'est avéré, c'est démontré. Et ça va supposer davantage d'énergie renouvelable parce que en France, le parc nucléaire seul, même avec du nouveau nucléaire, ne pourra pas à lui seul couvrir les futurs besoins. Pour l'ensemble de ces histoires, je vous invite à vous référer au bilan prévisionnel qui est sur le site internet de RTE. Je vais zoomer sur les questions de flexibilité, nom un peu barbare, que je vais bientôt rebaptiser. Dans ces travaux du monde du souhaitable, c'est-à-dire du monde de la France respecte ses trajectoires de neutralité carbone, donc la France s'électrifie. La flexibilité quotidienne, aujourd'hui, elle représente 73 gigawattheures en 2025. Il faudrait qu'elle passe à 82 gigawattheures en 2030 et à 113 gigawattheures en 2035. De quoi je parle? C'est une estimation du volume d'énergie à déplacer chaque jour entre le moment où l'électricité est produite naturellement et le moment où on aurait consommé spontanément. Alors cette flexibilité de la consommation d'électrique à l'intérieur d'une journée, cette flexibilité de la manière dont on gère la différence entre ce qu'on consomme et ce qu'on produit, pour gérer ça, la France vise à échéance 2030 et 2035 à un mix composé de deux choses, la modulation de consommation, et ce sera notre point aujourd'hui, et l'installation de batteries pour stocker de l'électricité. Et on va faire les deux. On va faire les deux, mais tout faire avec des batteries à échéance 2030-2035. C'est un peu ce que vous indique ces graphes. Ce serait plus long, plus cher, parce qu'il faudrait plusieurs gigawatts de batteries sur les réseaux. Alors que moduler la consommation journalière dans les objectifs globaux que je vous ai donnés, et si on zoome sur la consommation journalière, il faudrait qu'on puisse atteindre une cinquantaine de gigawattheures en 2035. C'est l'histogramme vert que vous voyez sur l'écran. Alors que moduler cette consommation journalière, c'est plus simple, c'est plus rapide et c'est parfois moins onéreux que l'installation systématique de stockage. Donc, si je peux faire une conclusion intermédiaire, dans le scénario du souhaitable à moyen terme, c'est celui de la transition par l'électrification, on aura, et il faudrait qu'on mette en œuvre davantage de flexibilité, donc de modulation de nos consommations dans les volumes que vous avez sous les yeux. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, vous allez me dire, mais si vous ne le dites pas, je vais me le dire.
Ce monde du souhaitable, il n'existe pas encore, parce que la consommation française est encore plate, elle est stable, la consommation n'a pas recommencé à croître. Est-ce qu'il est vraiment d'actualité de pousser à moduler ces consommations aujourd'hui, alors que cette électrification massive peine à commencer? Eh bien, si on est là, c'est que la réponse est oui. La réponse est oui, parce que même si on est en retard sur l'électrification, la destination, elle est connue. Il faudra qu'on s'électrifie en toute hypothèse. La deuxième raison, c'est qu'on ne perd rien à se préparer maintenant et on ne perd rien à se préparer industriellement maintenant. La troisième raison, c'est que cette industrie, cette filière des réseaux électriques intelligents et du pilotage, c'est une excellence française et donc la filière est là devant vous, vous en faites partie d'ailleurs. Et c'est bien qu'on la promeuve. Et enfin, nous avons intérêt à mettre en œuvre ces modulations dès maintenant. Dès maintenant. Et en fait, pourquoi ? Pour écraser les prix du système électrique dès maintenant. Dit autrement, on peut profiter dès maintenant et facilement, j'insiste là-dessus, sur les moments de la journée où l'électricité, elle est abondante, elle est peu chère. Je ne vous demande pas de me croire. Sur parole, il faut qu'on vous apporte la preuve de ce que je vous dis. Et pour ça, je passe la parole à Yannick pour zoomer sur cette question économique. Non, touche pas. Régie, peut-on avoir les 3 micros qui marchent, comme ça on sera sûr d'en avoir un? Voilà. Merci Xavier. Donc, pardon pour ce petit délai. Donc effectivement, je vais vous montrer ce qui se passe en ce moment sur le système électrique. La courbe que je vous montre là, c'est la consommation en moyenne annuelle sur toute l'année 2023. Donc c'est de l'avéré, on n'est pas dans les rapports prospectifs de RTE, il n'y a pas d'hypothèse. C'est ce qui s'est passé en 2023 en termes de consommation. Et nous allons voir comment les différents moyens de production sont mobilisés par les marchés d'énergie pour alimenter cette consommation. Tout d'abord, il y a évidemment certains moyens de production qui sont à coût variable nul et qui sont non décalables. Et donc, c'est assez logique d'y faire appel autant que possible, puisque si on n'y fait pas appel, on perd cette énergie décarbonée. C'est le cas historiquement de l'hydraulique au fil de l'eau, mais désormais, évidemment, de tout ce qui est solaire et photovoltaïque et éolien. Pardon. Alors, l'hydraulique au fil de l'eau, si je trace des petites courbes, c'est quelque chose qui est très régulier, il y a un tout petit peu de modulation, mais en moyenne, notamment, c'est une bande. Si je mets l'éolien au niveau 2023, alors l'éolien, évidemment, ça bouge tous les jours. Il y a des jours où il y en a, il y a des jours où il n'y en a pas, il y a des jours où il y en a le matin, pas le soir, d'autres jours l'inverse. Mais en moyenne, ça donne quelque chose qui est de nature relativement stable comme ça. Et puis, si on rajoute le photovoltaïque, évidemment, le photovoltaïque, il y a une forme. J'apprendrai à la personne qui n'en a pas la nuit. Et donc, ça vient déformer notre courbe. Et ce qui est important de noter, c'est que une fois qu'on a utilisé ces énergies qui sont à coût variable nul et qu'on perdrait si on ne les utilisait pas sur l'instant, ben voici la courbe qui reste à alimenter par les autres moyens disponibles sur le système électrique. Et c'est donc cette courbe qui est directrice sur la façon dont les moyens sont appelés dans les marchés. Hein. Il ne s'agit pas d'appel par RTE, mais bien la façon dont les marchés fonctionnent, et donc sur la formation des prix. Alors quand on regarde toujours sur 2023, ce que je superpose ici, c'est la moyenne des prix spot, donc des marchés de gros, ce n'est pas les prix au client final, mais sur les marchés de gros, tous les jours, la veille pour le lendemain, il y a un prix spot qui explicite la forme du coût à produire l'électricité. Et donc vous avez superposé cette courbe verte de consommation moins les productions qu'on a intérêt à démarrer tout de suite, sauf à les perdre, superposée avec la moyenne des prix telle qu'observée en 2023. Donc vous notez bien une corrélation assez forte et un rythme, comme l'a dit Xavier Piéchazic, un rythme nouveau. On va y venir, un rythme très marqué avec 2 pointes courtes, et c'est important pour le sujet de flexibilité dont on va parler. La durée, c'est quelque chose de majeur par rapport aux moyens qu'on peut mobiliser pour assurer des décalages.
Et donc, c'est ceci qui se passe en ce moment, puisque ces courbes-là, ce sont des courbes avérées l'an dernier. Sur les prix, ce qu'on observe, c'est en moyenne sur l'année et en moyenne entre 10h et 18h, les prix ils étaient plus élevés entre 18 et 20h de 34% par rapport à la période 10h-18h. Ça, c'est de la moyenne. Ce n'est pas un jour où on a de la chance, ce n'est pas un jour où il y a beaucoup de soleil, où il n'y a pas de vent, ou le contraire. C'est en moyenne sur l'année 2023 un écart de prix très significatif, puisque 34% sur la facture. Ça, c'était 2023. Ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est nouveau, puisque si je remonte à 2019, avant les crises de pandémie, etc., pour avoir des courbes un peu propres, en 2019, mais naturellement, on avait beaucoup moins de vent et de production à base de solaire. Et donc, la courbe verte était relativement parallèle à la courbe de consommation totale. Et donc, c'est cette différence que l'on voit. Et vous voyez que les prix, à l'époque, n'avaient que 14% d'écart entre le milieu de journée et le soir, alors que maintenant, on a des prix 34% plus élevés. Donc après, RTE ne fait pas de prospective sur les prix, on fait de la prospective sur les quantités. Donc vous avez la vraie courbe prévue pour 2030 en moyenne sur 2030, avec cette forme où le creux d'après-midi sera plus bas que le creux de nuit. Et donc ce qu'on peut supposer, c'est bien qu'on aura un creux plus important des prix l'après-midi, ou là en cours de journée, que le soir. On ne donnera pas de chiffres évidemment, mais la tendance elle est là. Et donc vous l'avez bien compris, au premier ordre, la première priorité quand on parle de flexibilité, mot très général comme l'a souligné Xavier, la première des flexibilités activées, ça ne veut pas dire que c'est la seule, il y a des choses en dynamique, évidemment le vent, la température, tout cela dépend des conditions de chaque jour, mais au premier ordre, la principale flexibilité, c'est d'essayer de consommer en même temps que ce pic solaire, puisque ça se produit tous les jours, de la même façon que le font les clients qui ont de l'autoconsommation, des panneaux sur leur maison. Nous promouvons l'autoconsommation nationale. Et donc, voici la façon d'éviter de consommer dans les pointes du matin et du soir, et d'essayer de consommer davantage la nuit. Il y a souvent l'électricité décarbonée disponible, mais c'est parfois plus compliqué, mais aussi, et c'est nouveau, en cours de journée. Merci Yannick. Alors, je vais reprendre la parole. On va partir de là, donc on a bien compris, on en est au point où il faut qu'on arrive à décaler facilement notre courbe de charge, la manière dont on consomme à chaque heure de la journée pour essayer au maximum de s'adapter à la manière, au profil de ce que le pays produit, de ce qu'il importe. Donc j'ai cité le mot consommation, on va juste regarder ce que la France, qui consomme en France. Voilà un camembert. Tout simple. Qui vous montre quoi? Qui vous montre qu'il y a 3 gros types de consommateurs en France. Ça, c'est une moyenne annuelle. L'industrie, le tertiaire, on va faire simple, les bureaux, et le résidentiel, donc les ménages. Et on est là pour parler de modulation de la consommation. Et de ce point de vue, l'industrie, elle a pris beaucoup d'avance par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà largement optimisé ses process. L'industrie pilote ses coûts. Et en fait, l'industrie pilote déjà la manière dont elle consomme son électricité en fonction notamment des prix. Je vous le dis parce qu'on ne va plus en parler maintenant. On va parler du résidentiel et du tertiaire. Et on va commencer par le tertiaire. Et c'est sur le tertiaire qu'aujourd'hui, on va franchir une étape substantielle. Mais on vous proposera aussi un état des lieux de ce qui se passe et de ce qui va se passer sur la modulation des consommations dans le résidentiel. Alors, je vais revenir sur le vert, le tertiaire, les bureaux. Vous le voyez, c'est à peu près un tiers de la consommation annuelle, notamment le matin et le soir. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est un gisement de modulation très efficace et très à disposition. On l'a prouvé en faisant une expérimentation CubeFlex. On a prouvé que les immeubles de bureaux sur 100 bâtiments, 100 grands bâtiments, pouvaient moduler au quotidien de l'ordre de 10% très facilement, sans aucune perte de confort. Ça, c'est démontré. Et on a aussi prouvé qu'en cas de tension, en cas en gros d'alerte éco-alerte rouge, cette modulation pouvait aller jusqu'à 20%. C'est un gisement qui existe, qui est très mal exploité.
et sur lequel on se penche aujourd'hui pour le traiter. En fait, pourquoi est-ce qu'il était très mal exploité? Parce qu'il nous manquait un standard technique pour généraliser les modulations de conso dans les bâtiments tertiaires. Barrière technique, manque de standard. Donc, gisement que vous avez sous les yeux, inexploité. Et puisque ce standard manquait, nous l'avons mis en place. Et ce standard, c'est FlexReady. FlexReady, c'est un standard, c'est une marque collective qu'on rend publique aujourd'hui, dont le logo est sous vos yeux, logo qui figurera dans beaucoup d'équipements techniques demain. Donc je vous disais que c'était une marque collective animée par Think Smart Grid. Et en fait, ce standard, que fait-il? Il standardise un matériel absolument central des bâtiments tertiaires, donc pour faire vite des bâtiments de bureaux, les GTB, la gestion technique du bâtiment, autrement dit les BACS dans le code international, ça veut dire Building Automation and Control System. Désormais, on pourra, dans la suite de nos propos, on parlera soit de BACS, soit de GTB. Faisons simple, considérons tous ensemble qu'il y a un terme anglais et un terme français. Et c'est de ça dont on va parler, parce que la standardisation de ces équipements-là est absolument cruciale pour aller chercher les gisements que je vous ai montrés. Et vous allez voir, c'est facile et en plus, on va le faire. Voilà un immeuble qui est équipé d'une BACS, d'une GTB et qui, vous voyez, pilote un certain nombre d'usages classiques du chauffage, de l'eau chaude, de la climatisation, donc du chaud, du froid, de l'air et le cas échéant des bornes de recharge. Ce que propose le standard FlexReady, c'est de rendre ces équipements communicants avec 3 types d'acteurs. Les fournisseurs d'électricité, les agrégateurs et les gestionnaires de réseau qui, eux aussi, peuvent avoir un certain nombre de besoins et un certain nombre de signaux à envoyer. Cette communication dans FlexReady, elle est prévue de 2 types, soit sous IP. IP, ça veut dire Internet Protocol, pour ceux qui l'ont oublié, mais aussi via le compteur. En fait, ça fait les 2. Donc, c'est des équipements FlexReady qui, en fait, demain, sont connectables à ces 3 types d'acteurs. Alors, du coup, une fois qu'on est connecté, il faut qu'on s'échange de l'information pour rendre ces bâtiments pilotables. Eh bien, cette marque collective, elle prévoit qu'il y a 5 types d'informations qui sont échangées en standard dans ce nouveau protocole. Je peux vous les lire, mais vous les avez sous les yeux. La puissance instantanée du bâtiment, bien évidemment le prix de l'électricité, la puissance souscrite, qui est déjà dans le compteur, l'empreinte carbone de l'électricité consommée, et enfin, bien évidemment, une horloge avec un pas de temps, puisque si on pilote à l'intérieur de la journée, il est critique, vital, qu'il y ait des pas en minutes, et c'est ce que ce standard propose. Voilà pour cette annonce. Je veux insister sur le fait que c'est la première fois que l'ensemble de la filière s'aligne sur un standard, que c'est très prometteur. Et pour nous parler de cette promesse, je passe la parole à Laurent Bataille, mon compère, pour nous parler du déploiement de ces BACS. Laurent Bataille, président du GIMELEC. Laurent, c'est à toi. Merci Xavier. Bonjour à tous. Effectivement, on va parler de BACS FlexReady. C'est devant. Voilà, oui, tu as raison, c'est mieux comme ça. Donc, les BACS ou la GTB en français, hein, je rappelle que c'est un ensemble en fait, de systèmes techniques qui sont déployés dans les bâtiments pour mesurer la consommation de façon fine, la piloter, hein, donc être capable d'optimiser l'utilisation de l'énergie. Et en fait, il y a un cadre européen qui s'appelle EPBD,
qui a été transcrit dans les lois nationales, et en France c'est le décret BACS, et qui pousse les opérateurs de sites, en particulier tertiaires ici, de plus de 1000 à 2000 mètres carrés, parce qu'en fait c'est vraiment sur la base de la capacité énergétique, donc on parle de 70 kW, à s'équiper. Et ce qui est important ici, c'est donc de voir qu'un BACS Flex Ready, ça va être une double promesse. C'est la même promesse que le BACS, donc je rappelle qu'il est gage de sobriété et d'efficacité énergétique dans le bâtiment. Aujourd'hui, dans le bâtiment, un investissement dans le BACS, c'est le meilleur retour sur investissement pour décarboner, puisque ça permet d'économiser de l'énergie avec des investissements assez limités. Et la deuxième promesse via Flex Ready, c'est la capacité de flexibilité ou de modulation des usages et de la demande, puisqu'on est capable en fait, de contrôler les usages principaux dans le bâtiment. Par exemple, avec une hiérarchisation des usages en fonction de ceux qu'on veut couper à un moment donné pour limiter la consommation. Donc Flex Ready, comme nous l'a dit Xavier, c'est à la fois une marque collective, animée par Think Smart Grid, mais c'est aussi un cadre de référence technique et organisationnel. Technique, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit d'accord sur le cadre des BACS connectés, comment est-ce qu'elles vont échanger de l'information. C'est également un certain nombre de considérations sur la cybersécurité. Mais on parle aussi d'aspects organisationnels dans les bâtiments, puisqu'on parle de bonnes pratiques d'exploitation et également d'aspects comme la gouvernance de la donnée. Voilà. Donc on voit ici cette nouvelle promesse du Flex Ready, et ça va être un jeu collectif. Ici, je suis là pour représenter les industriels du Gimelec, qui sont à la fois motivés, mais également déterminés à déployer les BACS plus vite que ce qu'on a vu dans le passé, on en reparlera, et de mettre en œuvre cette flexibilité. Et évidemment, ça se fait main dans la main avec l'ensemble des acteurs. On parle ici des agrégateurs qui vont utiliser une API standardisée pour pouvoir tous avoir la même approche de l'information, et également les fournisseurs qui doivent travailler à la mise à disposition de leurs données tarifaires et carbone, et puis évidemment les acteurs de l'immobilier, puisque c'est eux qui vont utiliser ces systèmes. Si on bouge à l'observatoire du BACS, on voulait, le Gimelec a voulu en fait faire le point sur le marché du BACS. Où est-ce qu'on en est en termes chiffrés? Et donc on a fait le premier observatoire national du déploiement des BACS. On a dû s'appuyer sur beaucoup d'acteurs que j'aimerais remercier aujourd'hui, à la fois les ministères, les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments, les membres de la ICN, la FNCCR et Acté, et puis les industriels, de façon à vraiment faire un inventaire de où est-ce qu'on en est en termes de bâtiments équipés. Et alors c'est intéressant de voir où on en est, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 15% des surfaces tertiaires éligibles, ou en tout cas sur lesquelles le déploiement du BACS va devenir obligatoire, qui sont équipées. Donc on voit à la fois un très léger mouvement de la courbe qui correspond à une accélération des installations, un plus 9% d'installations en 2023, mais qui est très léger par rapport aux enjeux et également à la réglementation qui se met en place. Et donc une des questions, ça va être de savoir comment est-ce qu'on est capable d'accélérer fondamentalement. Ce que vous voyez sur la droite du document, c'est le fait que les grands bâtiments, les grandes surfaces, sont équipés et beaucoup plus équipés, ce qui fait que les 15% en termes de nombre de sites se traduit par à peu près le double en termes de pourcentage de superficie couverte par ces systèmes de contrôle. Donc le gros enjeu pour nous, il va être de nous assurer que les plus petits bâtiments s'équipent de façon accélérée, et ça concerne un certain nombre de segments qui aujourd'hui, même s'ils sont ceux qui ont le plus de nombre de systèmes installés, sont ceux pour lesquels la proportion est la moins élevée. Donc les bâtiments d'enseignement, les bureaux et les commerces, puisque les commerces sont plutôt des petites surfaces. Donc là, il y a un vrai challenge. Et également l'hôtellerie, où il y a un défi d'installation de ces systèmes BACS qui est encore beaucoup devant nous. Voilà, donc on voit qu'on a des gisements potentiels qui sont importants. Un autre point majeur de l'étude qu'on a fait avec l'Observatoire, c'est l'utilisation du BACS. Il se trouve qu'on a un certain nombre d'occupants dans les bâtiments ou
d'opérateurs de bâtiments qui parfois ont l'impression, malgré le fait qu'ils ont un BACS dans le bâtiment, que ça n'apporte pas les économies d'énergie ou le confort nécessaire. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même la moitié des cas où on estime que le BACS n'est pas bien opéré, voire pas opéré du tout. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a par exemple des rotations avec des pertes de compétences des gens qui savaient l'utiliser. Comme on n'a pas de ce qu'on appelle commissionnement ou recommissionnement obligatoire, vous avez un certain nombre de changements faits manuellement dans les systèmes de contrôle qui ne sont jamais revisités et qui font que le système de contrôle, s'il n'est pas géré, il dérive et donc il n'apporte pas les bénéfices nécessaires. Donc nous, je dirais aujourd'hui déjà, dans le déploiement du FlexReady, la première étape, on va appeler ça un quick win, c'est de s'assurer qu'on reprend en main les BACS existants, en particulier dans les grosses surfaces, et qu'on en profite pour les rendre FlexReady en s'assurant qu'on a donc des BACS communicants et prêts pour la flexibilité. Et ensuite, on a un défi à horizon 2030 qui est le suivant. Si on reste sur les trajectoires actuelles, on estime qu'on aura à peu près 1/5 des surfaces en jeu. On parle d'à peu près 200 000 bâtiments, un peu moins, 190 000 bâtiments. Et de l'ordre de 700 millions de mètres carrés, ça fait beaucoup de mètres carrés, mais seulement 1/5 qui serait couvert par les systèmes de contrôle, ce qui n'est pas du tout aujourd'hui ni les attentes de la réglementation, ni les besoins en termes d'efficacité énergétique, y compris dans les scénarios 2050 dont parlait Xavier. Il faut donc qu'on accélère, et ici la filière, elle est là pour prendre cet engagement d'accélération commune et de se dire qu'on va essayer de déployer 100 000 BACS à horizon 2030. Si on le fait, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne à la fois 15 à 20% d'efficacité énergétique incrémentale sur ces 700 millions de mètres carrés, ou en tout cas la partie qui n'est pas couverte aujourd'hui, c'est de l'ordre de 15 TWh par an, si je ne me trompe pas, en termes de consommation, mais également une capacité de modulation. On pense que cette capacité, elle est de 2,5 gigawatts en fonctionnement normal, modulation où on préchauffe, modulation où on bouge, par exemple la charge de véhicules électriques au moment où on a beaucoup de solaire. Mais on peut aller à une capacité de 6 gigawatts ou plus en cas d'alerte éco-watt rouge, ce qui sera très important pour supporter les efforts du réseau. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire cette accélération ? Je parlais de la réactivation des systèmes BACS existants pour s'assurer qu'ils fonctionnent à l'optimum. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, parce que c'est au fond assez simple. Deuxième grand chantier, plus complexe, mais c'est vraiment l'accélération pour certains segments. On a dit les bureaux, les commerces et les bâtiments d'enseignement dans le déploiement des BACS. Et puis c'est le troisième point, et là c'est vraiment l'engagement des industriels, c'est de s'assurer qu'on apporte les solutions les plus faciles à déployer possibles sur le marché. Et là, pour les BACS en particulier, sur les plus petites surfaces tertiaires, il est clair qu'on va avoir des offres qui ne sont pas programmables, mais configurables, et de plus en plus utilisant la technologie cloud, de façon à pouvoir gérer du multisite pour l'opérateur. Voilà, donc ça, c'est vraiment un engagement des industriels, c'est d'apporter des offres très faciles à déployer. Dernier point, et je pense que c'est un point important en termes d'écosystème, ce plan, il tiendra ses promesses s'il est collectif. Et c'est bien le sens aujourd'hui de l'invitation de Xavier dans ce lieu ici, mais avec l'ensemble des fédérations et des acteurs qui ont travaillé sur ces sujets de flexibilité, d'arrache-pied depuis quelque temps, et je dirais en particulier avec une vraie accélération après la mission flash de la Creux qui a eu lieu il y a 1 an, mais qui avait identifié les 3 champs d'action qui restent nos priorités. Le premier, c'est l'appropriation technologique. Il faut qu'on s'assure que les acteurs savent comment utiliser les outils techniques à leur disposition, formation au BACS, la sensibilisation, de la pédagogie. On utilisera l'étiquette GoFlex, par exemple, pour voir quel est le potentiel de flexibilité d'un bâtiment. Les prescriptions dans les appels d'offres, de façon à faire bouger le marché. Deuxième sujet, c'est une organisation performante. Et là, les acteurs de l'immobilier jouent un rôle clé avec des pratiques. Le commissionnement et le recommissionnement des systèmes est une pratique nécessaire à déployer pour éviter qu'ils dérivent. Le troisième point, c'est la motivation économique. On en a un petit peu parlé. C'est
un déclencheur du passage à l'action qui est majeur. Et donc ça veut dire quoi? Probablement réfléchir à des incitations pour que l'équipement soit flex-ready, hein, pour qu'au moment où les bâtiments s'équipent, ils y soient incités. Deuxièmement, des tarifs d'électricité qui soient modulés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on voit, comme on le voyait dans la courbe de Yannick, des tarifs en pointillés qui reflètent un peu mieux ce qui se passe sur le marché de gros, sur le marché du détail et du tertiaire, évidemment, les opérateurs seront tentés de faire ces arbitrages temporels et temporaires. Et puis le dernier point, c'est la flexibilité dynamique rémunérée pour les agrégateurs. Mais voilà, ce volet économique reste un volet majeur. Maintenant, puisque tout ça se fait en écosystème, et puisque les gens qui vont déployer mais utiliser le BACS au quotidien, c'est les gens de l'immobilier, on a voulu avoir la voix de l'immobilier, en particulier au travers de l'AICN, dont le président Xongor Choukas est ici pour partager avec nous. Merci Xongor. Oui. Donc bonjour à tous, merci Laurent. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui et je suis convaincu que la flexibilité énergétique va devenir une partie intégrante de notre quotidien. C'est une évolution incontournable quand on regarde les défis énergétiques actuels, quand on regarde le potentiel que cela représente et quand on regarde les habitudes qui ont été déjà adoptées dans certains pays comme la Hollande, les Pays-Bas. Mais pour que cette transition devienne réalité, il faut que plusieurs éléments soient réunis. Premièrement, il faut comprendre très bien quels sont les besoins. Et pour cela, je remercie RTE qui a fait un travail remarquable pour quantifier et aussi et communiquer les besoins sur la flexibilité en chiffrant à environ 5 à 6 gigawatts par an, si je ne me trompe pas, les objectifs de flexibilité énergétique. Deuxièmement, il est crucial d'avoir un marché structuré avec des périodes et des tarifs préférentiels. Ici, un grand merci à la Creux qui prépare des tarifs incitatifs que je suis convaincu que va débloquer des business cases. Bien entendu, ça reste à connaître les chiffres, mais j'ai compris que vous travaillez activement sur ce sujet. Troisièmement, la technologie a un rôle clé, mais je suis assez persuadé qu'aujourd'hui, on a des technologies suffisamment avancées pour déployer la flexibilité sur les bâtiments. Et enfin, que tout cela fonctionne, il nous faut collaborer à l'échelle de toute la chaîne immobilière. Parce que dans le secteur tertiaire, aucun acteur ou aucun type d'acteur ne peut pas déployer à l'échelle sans ses clients, sans ses prestataires et sans ses fournisseurs des équipements et des solutions. Donc on doit collaborer à l'échelle et c'est précisément cela que réside la mission et l'ambition de l'AICN. Donc on doit, au sein de l'AICN ainsi, faire plusieurs choses. D'abord, on doit réunir toutes les parties prenantes et je remercie chacun des membres de l'AICN pour leur engagement depuis plusieurs années sur des centaines de workshops. Deuxièmement, on doit adopter des référentiels qui sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'exploitation de ces solutions. Troisièmement, on doit mettre à jour et clairement intégrer dans les contrats toutes les missions et les responsabilités de chacun. Et enfin, pour que tout cela aussi fonctionne, il faut aussi exprimer ses besoins et ses critères dans les appels d'offres. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui s'impliquent et contribuent à cette démarche, parce que je suis convaincu qu'une mobilisation plus large à l'échelle de toute la chaîne immobilière est nécessaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, un petit résumé au point où on en est.
Flex Ready, ça existe maintenant et à partir d'aujourd'hui. Deuxièmement, les constructeurs et les installateurs d'équipements s'engagent à travers la voix de Laurent. Troisièmement, les utilisateurs s'engagent aussi. Objectif 100 000 BACS 2030, Flex Ready, bien évidemment. Une fois qu'on s'est dit ça, sur le tertiaire, nous allons passer au résidentiel. Et pour ça, je vais laisser la parole à Timothée Furoy, directeur flexibilité d'Enedis, et à David Descamps, qui est administrateur de l'IGNES, que j'invite à nous rejoindre. Merci Xavier, merci beaucoup. Hop. Et donc on va faire effectivement un petit focus sur le secteur résidentiel. Alors le secteur résidentiel, c'est environ un tiers de la consommation nationale, c'est 35 gigawatts d'appels de consommation à la pointe en hiver, et c'est 33 millions de clients avec un contrat de fourniture active, dont plus de 95% équipés d'un Linky. Et Enedis, évidemment, en tant que principal gestionnaire du réseau de distribution, a un rôle central pour faciliter la mobilisation des flexibilités distribuées et particulièrement des flexibilités dans le secteur résidentiel. À titre d'exemple, dans le secteur résidentiel, qui a un gisement historique de développement des flexibilités, on a à peu près 75% des ballons d'eau chaude sanitaire qui sont déjà aujourd'hui pilotés via le signal heure pleine, heure creuse du tarif de réseau, véhiculé par le compteur du gestionnaire de réseau de distribution. Ce levier a été historiquement mis en place pour favoriser la consommation la nuit, puisqu'à l'époque, c'était la nuit qu'on avait des excédents de production nucléaire. Le pilotage des ballons d'eau chaude, c'est aussi ce qui a permis, lors des 2 derniers hivers, par exemple, de baisser de 2,5 gigawatts environ la consommation lors de la fin de la pointe de consommation du matin vers 12h30, à peu près l'équivalent de la consommation de Paris. Grâce au déploiement des compteurs communicants sur la quasi-totalité du parc, on contribue donc à Enedis au développement des flexibilités de consommation, qu'elles soient implicites, c'est-à-dire activées à travers des offres de fourniture qui véhiculent des signaux prix aux consommateurs. On a aujourd'hui 15 millions de consommateurs qui réagissent au signal heure pleine, heure creuse du réseau. On a 1,3 million de consommateurs qui ont une offre de fourniture avec des périodes de pointe mobile, c'est-à-dire qui sont incités à réduire leur consommation sur certaines périodes tendues, notamment de l'hiver, mais que ce soit aussi via des flexibilités explicites, c'est-à-dire activées par un tiers, un acteur tiers indépendant du fournisseur. Et on a aujourd'hui 300 000 sites qui valorisent leur flexibilité de cette façon. Parce qu'in fine, sont les données de comptage d'Enedis qui permettent d'évaluer la réalité des flexibilités activées au point de livraison à l'interface entre le réseau et le bâtiment. Et la qualité des données de comptage, la capacité à les traiter massivement est une de nos forces au service du développement des flexibilités. Et à cet égard, on est convaincu qu'on a un rôle clé d'acteur tiers de confiance pour le traitement de ces données en masse. Alors le système évolue, ça a été dit. De nouveaux usages flexibles se développent. Un des principaux, c'est le véhicule électrique, avec 1,8 million aujourd'hui, potentiellement 9 millions en 2030. Le système électrique évolue vers la décentralisation. La plupart des sites flexibles sont raccordés au réseau de distribution, mais la production aussi se développe massivement sur le réseau de distribution. On a 1 million de producteurs aujourd'hui raccordés au réseau de distribution, potentiellement le double dans 3 ans. Et cette décentralisation du système électrique, avec en parallèle le développement des usages pilotables distribués, va nous conférer un rôle accru dans la gestion du système électrique. Et c'est pour ça qu'on travaille avec RTE pour mettre en place un nouveau cadre coordonné à l'interface des réseaux de transport et de distribution, notamment pour permettre que les flexibilités puissent valoriser leurs services pour l'ensemble des besoins du système électrique, en premier lieu de l'équilibre offre-demande, en garantissant le bon fonctionnement des réseaux. Je vais
faire un focus sur un levier puissant de modulation de la consommation, parce que comme ça a été dit en introduction, la priorité du développement des flexibilités, c'est pour l'équilibre offre-demande. Et en particulier, il faut qu'on déplace massivement des consommations de manière régulière lorsque la production solaire est abondante. Un levier majeur pour y parvenir, c'est le signal heure pleine, heure creuse du TURP, qui est véhiculé par les compteurs du gestionnaire de réseau de distribution, parce qu'il est simple, lisible, disponible chez tous les consommateurs, et qu'on a de ce fait un outil puissant et éprouvé qui permet de concilier des enjeux de OD, d'équilibre offre-demande, et des contraintes locales, qui permettent de toucher potentiellement tous les consommateurs et d'avoir un effet incitatif de masse sur les profils de consommation. La Commission de régulation de l'énergie a organisé une consultation en fin d'année dernière dans laquelle elle envisage une évolution de ces heures pleines, heures creuses pour s'adapter aux évolutions du système électrique, qui consiste, sans modification du nombre, a priori, sans modification du nombre d'heures creuses, qui sont 8 par jour, à créer une saisonnalisation, donc une différenciation entre l'été et l'hiver, en créant plus massivement des heures creuses au moment où le solaire produit, donc l'été, dans l'après-midi l'été. Enedis, évidemment, s'est mobilisé en lien avec les fournisseurs, RTE, la CRE, pour proposer des modalités de mise en œuvre de cette évolution. On a proposé un calendrier ambitieux et réaliste au régulateur. On attend sa décision là-dessus. Les évolutions liées à la saisonnalisation des heures pleines, heures creuses du TURP vont donc répondre à un double enjeu. Éviter de consommer aux périodes de forte consommation, notamment en hiver, et favoriser le décalage structurel régulier des consommations aux périodes les plus favorables, et notamment en période de production solaire l'été. C'est une évolution qui est donc essentielle pour l'équilibre offre-demande. C'est aussi, de notre point de vue, une opportunité pour les consommateurs qui sont incités à déplacer leur consommation au moment où non seulement le tarif de réseau sera moins cher, mais par ailleurs, comme cela a été aussi présenté tout à l'heure, les prix de l'énergie sont plus favorables. L'enjeu, c'est non seulement de permettre le bon pilotage des usages qui sont déjà aujourd'hui synchronisés sur les signaux tarifaires du TURP, donc je l'ai dit, notamment les ballons d'eau chaude, mais de favoriser également le pilotage sur ces signaux des nouveaux usages qui se développent. Et là, je pense en particulier aux véhicules électriques dont le pilotage est un enjeu majeur pour le bon fonctionnement du système électrique de demain. Et c'est aussi un signal qui est disponible pour tous usages, tout équipement de pilotage, et notamment les équipements de pilotage dans les bâtiments sur lesquels M. Descamps va revenir. Eh bien, bonjour à tous. On vient de le voir, le résidentiel présente un enjeu très significatif en termes de flexibilité. Sur les petites données que vous voyez ici à l'écran, on s'aperçoit malheureusement que globalement les équipements électriques de la maison, du résidentiel ou du local professionnel sont encore insuffisamment pilotés. 1 sur 2 simplement bénéficient aujourd'hui du pilotage en fonction des signaux tarifaires. On vient d'en parler il y a quelques instants. Celui avec des différences notables, notamment le ballon d'eau chaude qui est aujourd'hui, on l'estime, piloté à hauteur de 75% des ballons d'eau chaude sont pilotés grâce aux signaux tarifaires, avec l'équipement historique du contact sec jour-nuit qui permet de faire bénéficier des heures creuses. On voit aussi le chauffage électrique ou les radiateurs et le plancher chauffant qui bénéficient sans doute aussi de toutes les campagnes menées depuis quelques années sur la nécessaire sobriété, avec les communications sur le 19 degrés, mais aussi sur les mises en avant des thermostats connectés qui permettent un certain pilotage. Par contre, sur les nouveaux équipements, on voit globalement que ce sont des équipements qui sont très peu pilotés, et quand ils sont pilotés, essentiellement, c'est en manuel. Alors c'est déjà, bien sûr, mieux que rien. Pour autant, ce n'est pas la méthode la plus efficace en termes d'ergonomie pour programmer. Ça ne prend pas en compte en automatique les fameux signaux tarifaires dont on parle ce matin. Et puis ça ne permet pas de globaliser et d'optimiser la consommation énergétique de son logement. Si on passe à la slide suivante.
on vient de le voir, il est donc nécessaire de plus piloter, mieux piloter, pour moins consommer et surtout mieux consommer. La solution qu'on propose aujourd'hui, c'est le terme anglais HEMS, Home Energy Management System. Entre nous, on va parler plutôt de gestionnaire intelligent d'énergie du bâtiment, mais aussi qui s'adresse donc aux bâtiments résidentiels, mais aussi aux locaux professionnels. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit connecté qui peut s'installer dans le tableau électrique. J'ai ici un produit, il y en a d'autres qui sont présentés ici en salle, mais qui peut être aussi s'installer en ambiance sur un mur. Donc un produit simple qui va connecter et discuter et communiquer avec l'ensemble des autres équipements connectés du bâtiment résidentiel. Et ce gestionnaire intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte qu'on prenne en compte à la fois les besoins d'utilisateurs, les signaux tarifaires, la puissance souscrite, mais aussi les apports d'énergie liés à une installation photovoltaïque, par exemple, et va organiser la gestion et le pilotage de ces équipements pour justement moduler et éventuellement décaler. Donc un produit tout simple qui est disponible pour les bâtiments en rénovation, mais aussi pour des bâtiments neufs, qui est complètement évolutif, c'est-à-dire je peux l'installer ou le faire installer pour, par exemple, piloter mon chauffage électrique et demain rajouter d'autres usages. Ça peut être la pompe à chaleur, ça peut être la recharge de véhicules électriques, qui est par exemple un usage qu'on a vu qui n'est pas encore suffisamment connecté pour un pilotage optimum. Enfin, ce produit, ce gestionnaire intelligent d'énergie, est surtout au service de l'utilisateur. Il peut être piloté en local, à distance avec un mobile ou une app, et surtout, l'utilisateur a la main sur la programmation, il regarde ses consommations, l'historique de ses consommations et les bienfaits du pilotage automatique. Donc on le voit, cet HEMS et surtout ce gestionnaire intelligent d'énergie pour le bâtiment résidentiel est un produit qui améliore et renforce le pilotage pour consommer mieux. Je consomme au bon moment, de façon certaine, sans y penser et sans altérer mon confort. En termes d'équipement, merci, on voit qu'en 2024, on estime que simplement 3% des ménages sont aujourd'hui équipés d'un gestionnaire intelligent d'énergie. Notre ambition au sein de la filière et au sein des adhérents d'Ignes, c'est de se mobiliser pour faire en sorte que d'ici 2030, on arrive collectivement à équiper 17% des ménages. Un enjeu majeur qui passera nécessairement par de la pédagogie et de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est communiquer à l'aide des pouvoirs publics, mais aussi de l'ensemble de la filière sur consommer mieux, avec plus de pilotage, évidemment. Former l'ensemble des acteurs de la filière, notamment les installateurs, à la promotion, à l'installation de cette solution simple à mettre en œuvre. Et puis surtout, renforcer le parcours client. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme on le voit, que c'est maintenant disponible au niveau de la BACS, c'est avoir un repère de qualité pour l'usager, pour le consommateur, qui permet de choisir un produit fiable, de qualité et souverain. Et aussi, c'est important, pour développer ces solutions, qu'il y ait une communication au sein des différents intervenants pour que le produit simple à installer puisse récupérer de façon rapide, en automatique, l'ensemble des données pour organiser le pilotage et intégrer justement les sujets d'information tarifaire. Merci David. Merci beaucoup pour ce point très complet sur le résidentiel. Je vais passer maintenant la parole à Faucheux, commissaire à la CRE, pour nous parler globalement du rôle de la régulation et bien évidemment des offres. Yvan, tu as la parole. Merci Xavier, bonjour à tous, merci d'être tous venus. Je vais vous faire une intervention assez rapide. Alors on m'a demandé si je pouvais faire quelques minutes. J'ai dit je pouvais faire quelques minutes, quelques heures, quelques journées, quelques décennies. Donc il y a un chrono là. Là il y a un chrono, donc on va faire quelques minutes. Je vais avoir 3 points. Le premier sera plutôt sur le contexte européen.
pour qu'on ait bien en tête que tout ce dont on parle aujourd'hui dans un contexte très franco-français, en fait, est en train d'émerger et de monter en puissance au niveau européen. Après, je parlerai très rapidement du TURP, puisque demain, normalement, la consultation publique de la CRE vient. Donc, si vous avez la moindre question, je ne répondrai pas sur le TURP, mais j'en parlerai un petit peu sur la question des heures pleines, heures creuses, et des flexibilités au global, et puis aussi du calendrier tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Et puis enfin, un dernier élément, puisque le tarif de réseau, c'est bien, mais il y a aussi le prix de l'énergie, et il y a tout aussi un travail important à réaliser dans le prix de l'énergie. D'abord, le cadre européen. Récemment, un règlement a modifié la directive EMD et a introduit la nécessité de faire des plans de flexibilité au niveau européen. Alors, ce sont des plans qui doivent se projeter sur 5 à 10 ans. C'est des plans qui permettent de regarder le pas horaire, donc ça tombe assez bien puisque ça recolle quand même beaucoup avec toutes les réflexions qu'on peut avoir. Mais par ailleurs, c'est des plans où c'est une rédaction qui s'inscrit quand même beaucoup dans l'idée d'essayer de passer les pointes, c'est-à-dire que l'outil qui ensuite peut être activé via ces plans, c'est plutôt des outils de type capacitaire et pas forcément des outils de type long terme, PPA ou ce genre de choses. Néanmoins, c'est quand même un élément important, c'est-à-dire que ces plans aujourd'hui vont se mettre en œuvre au niveau européen avec des méthodologies qui vont explorer les différents gisements de flexibilité et qui vont essayer de les placer sur des mérites économiques comparés. Et là-dessus, dans ces plans, l'enjeu, c'est non seulement effectivement d'adresser le premier élément que ces plans doivent adresser, c'est-à-dire le passage de la pointe en cas de difficulté, typiquement écowatt rouge, mais il faut aussi passer d'une exception et d'une urgence à des gestes qui sont plus en routine et qui deviennent le commun, voire même le non visible. Tout à l'heure avait été présenté le nombre d'outils ou d'objets qu'on peut contrôler à la main dans sa maison. Je ne suis pas tout à fait sûr que la majorité des Français passent leur journée les yeux rivés sur leur smartphone, comme des junkies sous overdose, en train de modifier la consommation de leur pompe à chaleur ou la recharge de leur véhicule électrique. Voilà, donc il y a un cadre européen qui monte avec des méthodologies. Il y a un enjeu de faire en sorte que ce ne soit pas que des méthodologies d'urgence, mais bien des méthodologies dans le long terme qui vont exploiter les flexibilités structurelles qui apparaissent aujourd'hui. Et en tout cas, je pense que, en discutant avec mes collègues européens, on a en France des coups d'avance. On a en France des coups d'avance grâce à l'historique des chauffe-eau électriques, grâce à Linky. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui ont un objet technologique qui permet de collecter la donnée aussi développé que peut l'être le compteur Linky. Et puis on a un coup d'avance parce que grâce à tout ce travail qui a été fait et qui aboutit aujourd'hui, on commence à avoir un peu plus les idées claires sur ce que c'est que de la flexibilité. Ensuite, il y a, en accord avec l'évolution des besoins du système, une évolution des heures pleines, heures creuses. Timothée Furoy en a beaucoup parlé, donc je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, juste 3 messages. Le premier message, c'est que tout le monde est concerné, c'est-à-dire tous les niveaux de tension sont concernés. Il n'y a pas que de la flexibilité à aller chercher au niveau des consommateurs résidentiels, il y a de la flexibilité à aller chercher par ces outils sur tous les autres niveaux de consommateurs. Le deuxième message, c'est que bien évidemment tout ceci se fait dans des contextes qui souvent sont régionalisés, c'est-à-dire que les zones où il y a beaucoup de soleil, dans ce cas-là, il y a des replacements heure pleine, heure creuse qui sont sans doute prioritaires ou plus à enjeu que dans des zones dans lesquelles il y a moins de soleil ou moins d'ensoleillement ou moins de production solaire au global pour un tas de raisons. Et puis le dernier élément sur lequel je voulais insister, c'est qu'on aimerait évidemment, nous, régulateurs, que tout ça aille très vite, mais ce sont les opérateurs de réseau qui font. Idéalement, on aimerait que ça commence fin 2025, que ça puisse aller sur 2-3 ans. La consultation va s'ouvrir, on va bien voir quel est le calendrier juste et raisonnable et qui permet d'avoir des heures pleines, heures creuses qui soient, idéalement placées. Ça, c'est un rêve. Mieux placé, ça je pense que c'est l'enjeu à court terme. Enfin, je voulais faire un troisième point sur les prix de l'énergie. Parce que ce que paye le consommateur final sur sa facture, c'est un prix réseau, plus un prix de l'énergie, plus de la fiscalité, mais ça je n'en parlerai pas du tout. Donc je m'arrêterai au prix de l'énergie si vous le voulez bien. Les prix de l'énergie, aujourd'hui, on a une déformation structurelle où effectivement on voit qu'on a de plus en plus d'heures dans le milieu de journée, c'est-à-dire juste dans les produits à terme qu'on appelle pic, pointe, qui sont des prix, alors je n'ose pas dire le mot négatif, parce qu'un négatif fait très très peur, mais ce sont des prix
significativement inférieur au prix qu'on peut observer en moyenne, soit à la pointe du soir, soit même dans la journée. Donc résultat, on commence, si on reconstruit ces produits pointe hors pointe, donc 8h, 20h, 20h, 8h, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jours dans lesquels le produit pointe est en dessous du produit hors pointe. Ce qui est quand même très très compliqué, puisque ce sont des produits à terme qui permettent à des consommateurs de se couvrir avec des prix, alors j'ai pas mis des prix fixes, mais au moins des offres fermes. Et pourquoi l'avoir des produits à terme, et pas seulement du spot, est important, et avoir des produits à terme qui sont mieux designés ou plus en ligne avec ce qu'on observe aujourd'hui sur la courbe des prix spot, c'est qu'un prix sur un marché, c'est un signal pour un consommateur, mais c'est aussi un signal pour un investisseur. Et s'il n'y a pas des produits à terme qui sont bien designés, qui sont mieux refaits, il est très difficile d'investir en se disant que la seule couverture que moi, consommateur, je peux avoir, c'est l'exposition à un dynamique H, ce qu'on appelle à J-1, c'est-à-dire la veille pour le lendemain. Il est très difficile de programmer un ordinateur quand le système d'exploitation bouge tous les 4 matins. Alors pour ceux qui font des mises à jour Windows, je tiens à préciser que toute similitude avec une situation existante ou ayant existé ne serait que purement fortuite. Voilà, je voulais terminer en tout cas en saluant 2 choses. La première chose, c'est que c'est un effort de filière. Alors le régulateur, il est un peu tout seul sur son Laventin, et il regarde les choses, il dit bien, mal, pas bien, etc. Mais néanmoins, ceux qui feront émerger ces solutions, ce sont les acteurs autour de la table, dans un secteur qui est extrêmement fragmenté depuis les constructeurs, les équipementiers, les possesseurs de bâtiments, les exploitants des bâtiments, les utilisateurs des bâtiments, voire même les financeurs des bâtiments. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais également insister en conclusion, c'est combien ces flexibilités sont aujourd'hui nécessaires dans le système à terme. Xavier Piéchazic avait un disait en disant pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui Parce qu'on a une consommation dans laquelle on a du mal à voir que cela décolle. Eh bien, quand on fait un décret, BACS, quand on équipe, il est toujours extrêmement compliqué de rattraper des choses mal emmanchées que de bien partir dès à présent. Et donc partir dès à présent, ce n'est pas une urgence liée à des pointes qui vont arriver demain, c'est en revanche une urgence sur le fait que le système que nous aurons en 2030 soit bien calé, efficace et au bénéfice de tous. Et enfin, comme vous savez que j'aime beaucoup terminer sur des citations, je finis par une citation du marquis de Vauguenargues, puisque après tout on pourrait se dire la flexibilité c'est le parangon finalement du système électrique. Non, le système électrique il a besoin d'être aussi stable, il a besoin d'être ferme. Et le marquis de Vauguenargues avait dit qu'il était bon d'être ferme par tempérament, mais flexible par réflexion. Merci Yvan, merci de ton intervention. On a pris beaucoup d'engagement devant vous, de la filière, des filières. Yvan Faucheux disait que c'était des filières qui étaient traditionnellement fragmentées. Aujourd'hui, elles sont unies. On a pris beaucoup d'engagements. Elles ont pris beaucoup d'engagements devant vous. Ces engagements, il faut les tenir. Pour les tenir, il faut s'observer. Et c'est la raison pour laquelle je passe la parole à Yannick Jacquemart, qui va vous dire quelques mots du baromètre que nous mettons en place pour suivre cette transformation. À toi, Yannick. Merci. Oui, vous l'avez compris, donc tout le monde s'engage sur une trajectoire. Ça ne va pas se faire en un jour, mais ça va se faire assez vite, on l'espère. Et la difficulté, c'est que la flexibilité, on a passé beaucoup de temps à essayer de le définir, à définir le contour. Donc ça s'observe moins bien que le nombre de mâts d'éoliennes ou le nombre de panneaux PV ou le nombre de réacteurs nucléaires qui s'installent sur un système électrique. Comment faire pour suivre la flexibilité? C'est pour essayer de pallier ce manque et donner une visibilité à ce sujet que nous proposons aujourd'hui un nouveau document qui n'est pas un document RTE comme nous en avons l'habitude, Xavier, mais un document de filière ensemble. Think Smart Grid, JMELEC, RTE, Lingnes, Enedis, tous ensemble. On a collecté toutes les informations disponibles à date. C'est peut-être pas parfait. L'idée, c'est d'améliorer aussi dans le temps. Mais tout ce qui est disponible à date pour raconter cette histoire, faire l'état des lieux, voir d'où on vient, parce que pour se projeter, c'est toujours mieux. Et puis faire quelques plans sur des objectifs possibles. Alors je ne vais pas faire très long, le document il est mis en ligne aujourd'hui sur l'ensemble des sites des 5 partenaires que je viens de citer. Ce que vous allez trouver dedans, c'est essentiellement 3 choses. C'est tout d'abord un suivi des attendus
des flexibilités et des besoins du système électrique et de l'évolution. Je vous passe les détails ici. C'est deuxièmement, évidemment, on en a beaucoup parlé ce matin parce que c'était important, comme l'a dit Xavier Pchelazik, de lever cette barrière et on voit qu'elle est levée, les solutions existent. C'est le suivi du déploiement des équipements techniques connectables, les 100 000 BACS, les HEMS dont on vous a parlé, le pilotage des véhicules électriques, etc. Donc il y aura toute une partie de suivi là-dessus. Et puis le troisième élément, Yvan Faucheux vous l'a très bien décrit, et c'est évidemment essentiel, c'est ça qui crée le business case, c'est ça qui crée le vrai moteur à terme, c'est bien le déploiement des offres tarifaires et des offres libres. Tarifaire est ici au sens large, évidemment, mais de marché, pour profiter de la flexibilité de consommation électrique. On a parlé des heures pleines, heures creuses, il y a aussi les effacements, il y a toutes les offres dynamiques, toutes les offres d'agrégateurs, tout cela s'ajoute évidemment. Au-delà de ces trois aspects, vous trouverez en bonus quelques fiches pratiques sectorielles sur des secteurs importants comme les bureaux, les commerces, les bâtiments d'enseignement, le résidentiel, qui vous font une synthèse secteur par secteur un petit peu des enjeux, des natures de consommation, etc. Donc une petite mine d'informations pour ceux qui veulent. Et puis en bonus, je vous mets en highlight un objectif macro fixé pour 2030 dans ce baromètre. C'est de regarder le ratio de la puissance entre la puissance maximale en journée par rapport à la puissance maximale le soir. Et vous voyez sur cette courbe, je finis par un peu de technique, mais que c'est très stable depuis 10 ans avec un écart de 3%, c'est-à-dire que c'est pareil, on va dire, au premier ordre. Et le but, c'est qu'on consomme désormais davantage en journée. Et donc le but qu'on fixe en 2030, c'est qu'on arrive à 20% de puissance consommée en pointe, en cœur de journée, plutôt que le soir. Voilà. Merci Yannick pour ce point. Alors il m'appartient de vous dire quelques mots pour clore cette séquence avant qu'on prenne l'ensemble de vos questions. Il y a eu beaucoup de messages difficiles. En faire une synthèse, je vais quand même m'y risquer. Retenons que le système change et qu'il se déforme et qu'on peut en profiter dès maintenant. Et le on, c'est le tertiaire et c'est aussi les résidentiels. Pour cela, il fallait lever 3 types de barrières. La première, c'est une barrière informationnelle, c'est de la pédagogie, mais c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on crée ce type d'événement pour en parler. Une barrière technique, celle des standards. Aujourd'hui, nous la levons, cette barrière technique, avec FlexReady pour le tertiaire. D'autres solutions existent et se développent. Les heures pleines, heures closes, mais aussi les systèmes HEMS dont l'IGNES vous a parlé. Et enfin, les barrières des offres de fourniture qui se sont développées, mais qui vont se développer et qui doivent se développer, comme Yvan Faucheux vous en a parlé. Et parce que nous, on est convaincus de l'efficacité de ce mouvement, on propose de vous en rendre compte, d'en rendre compte publiquement dans le baromètre que Yannick Jacquemart vous a présenté par une publication annuelle de l'ensemble de la filière, de l'ensemble des filières. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que nous voulions vous dire. Merci à la filière, merci aux filières de toutes ces avancées majeures. Nous allons passer aux questions. Merci de votre attention. Alors, pour prendre les questions, je propose à Laurent Bataille de me rejoindre, David Descamps, Timothée Furoy, Yannick Jacquemart, Yvan Faucheux, de venir avec moi. Il y a 4 micros. Et on va se répartir le travail. Peut-être un petit mot de méthode. On va demander on va d'abord consacrer une partie des questions aux médias. Donc, si vous voulez bien, pour les représentants de la presse, indiquer le média pour lequel vous travaillez et poser votre question. Alors, soit en Teams, soit dans la salle. Et puis, on ouvrira les questions à l'ensemble des participants et des représentants de la filière. Alors, on a une première question, ça lancera le débat sur Teams, une double question du point, Géraldine Vosner. D'abord, vous indiquez que la flexibilité quotidienne représente 73 GWh en 2025. Est-ce qu'on a des chiffres sur 2024 ? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Chiffres avérés, chiffres observés. Première question, on reviendra après. Je poserai la seconde question ensuite peut-être.
qui veut répondre sur ce... Oui, alors 2024-2025, message à Géraldine Wössner, c'est pareil. Ce qui compte, c'est de retenir la croissance en gigawattheure, en volume d'énergie qu'il faut déplacer d'ici 2030 et 2035 et qui figure à la fois dans les slides et dans les dossiers de presse. Je vois qu'il y a une question sur combien ça coûte une BAX. Je pense que Laurent... Oui. On peut répondre à ça. Évidemment, les bâtiments ne sont pas tous les mêmes et les systèmes de BAX ne sont pas tous les mêmes parce qu'il y en a qui ont beaucoup de capteurs, d'autres moins, d'autres pour lesquels l'installation est plus complexe que par exemple parce que le bâti lui-même est assez ancien. Mais si on doit utiliser un ordre de grandeur, nous ce qu'on utilise c'est à peu près 20 € du mètre carré. Donc c'est important de garder ça en tête. Je disais que c'est un très très bon retour sur investissement. Je rappelle qu'une rénovation lourde, ça peut être 1 000 € du mètre carré. Voilà. Ici, on est en train de parler d'une rénovation énergétique à 20 € du mètre carré pour mettre en œuvre un système d'automatisme et de contrôle qui permet ensuite d'économiser, suivant les bâtiments, 10, 20, voire plus % d'énergie. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Question des médias. Attendez, on va vous donner un micro. Bonjour, Simon Philippe pour Enerpress. Je me demandais si vous portiez des mesures pour modifier le décret BAX, peut-être pour toucher plus les petites surfaces, ou s'il y avait des modifications aussi à faire que vous aimeriez voir, en tout cas pour la fiche C2E sur la GTB. Alors je peux répondre à ça. Sur le décret, non, puisque le décret il est en place. Ça a été un travail important pour le faire. Donc aujourd'hui, il crée l'environnement favorable pour qu'on accélère. Sur les fiches C2E, oui. Il y a des possibilités de modification et de bonification. Et les équipes travaillent dessus pour faire des suggestions. Côté presse, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y avait une question là. J'en vois pas à distance. J'ai vu une main levée. Est-ce que vous pouvez nous dire qui va proposer les HEMS? Déjà avec un nom pareil, ça va pas être simple, mais en tout cas ces gestionnaires, vous pensez que ça va être diffusé? Qui va les vendre entre guillemets aux consommateurs? Merci. Gestionnaire intelligent d'énergie de la maison va être diffusé par toute la filière et c'est pour ça qu'on est tous mobilisés sur le sujet. Et concrètement, on a un devoir de communication sur les bienfaits de cette solution. Ce que j'expliquais tout à l'heure au nom d'Ignace, c'est je pilote au bon moment, sans y penser et sans altérer mon confort. Et ça va être surtout, on a besoin d'avoir une communication des pouvoirs publics, une communication de nous tous au sein de la filière pour faire la promotion de ces solutions qui sont très efficaces en termes d'amélioration du pilotage pour consommer mieux. Et ça va être aussi la filière professionnelle de l'installation électrique qui va faire la promotion de ces installations simples à installer dans le bâtiment en rénovation, mais aussi dans le bâtiment neuf. Je peux dire un mot de complément. Donc sur les filières, ce qui est intéressant de l'HEMS, c'est effectivement il peut être installé à n'importe quel moment, mais il y aura aussi des moments clés. Vous équipez une pompe à chaleur, vous équipez d'un chargeur de véhicule électrique. C'est des moments où les artisans et les filières qui installent ces équipements pourront enrichir ces équipements du système de gestion. Oui, c'est un équipement qui peut être installé dès le début et travailler brique par brique et compléter. On commence par le chauffage électrique par exemple et on complète ensuite par la borne de véhicule électrique et de recharge de façon très évolutive. Une question de Roland Kuchner pour Baticom, la newsletter Baticom. Il y aura des produits Flex Crédit qui sortent quand? Des GTB Flex Crédit qui sortent quand? Ils sortent quand? En fait, il y en a déjà. Donc en fait, à ce stade, c'est effectivement l'alignement sur les référentiels qui est important, mais un certain nombre de GTB sont déjà communicantes, donc pour lesquelles c'est quelques modifications essentiellement de software pour être prêt. Ce qui veut dire pas nécessairement de la R&D fondamentale pour y arriver. Donc
objectivement, c'est maintenant que c'est disponible. D'accord. Et les GTB Lite, elles sont impactées aussi, ce qu'on appelle les GTB Lite? Oui, l'idée, c'est de toute façon, comme on a bien dit, pour le BACS, on couvre à la fois des grandes surfaces où on a des GTB sophistiqués, traditionnels, typiquement d'ailleurs avec des serveurs dans le bâtiment. Et puis ensuite, on va avoir des GTB Lite, très souvent cloud-based, sur lesquels le référentiel sera identique, qui seront également communicantes, voilà, et qui sont également disponibles chez un certain nombre des industriels. Donc tout ça est très très rapide. Une autre question sur les. Il y a des systèmes qui évitent la GTB, c'est-à-dire qu'on a des IoT et on part directement sur le cloud, sans GTB. Il y a des gens, des acteurs qui proposent ce type de solution. Comment vous les intégrez, vous, dans cette démarche? Ben, si vous voulez gérer une infrastructure bâtimentaire complexe, le fait qu'il y ait une intelligence de coordination des équipements fait que pour nous, l'IoT to cloud, qui est fondamentalement de la remontée de data, n'est pas un système de contrôle. Voilà. Donc c'est pour ça que dans les bâtiments, on voit bien que la GTB est devenue le vecteur naturel de la priorisation de l'utilisation des charges, et le HEMS demain dans le bâtiment. Mais il faut à un moment qu'il y ait un système qui gère l'ensemble des charges de façon organisée. Question. Bonjour, Audrey Zermati, groupe EFI. Donc nous, on est sur la partie individuelle. Donc j'avais une question, vous avez parlé du prix du BACS, le prix de l'HEMS. Ça, c'était une question pour vous, Monsieur Descamps. Et j'avais une petite remarque, parce que nous, ça fait 1 an maintenant qu'on essaie de déployer des thermostats connectés chez les clients gratuitement. On a, chez nous, à peu près 1000 clients par jour au téléphone. Donc on arrive à bien sonder l'attractivité de ces sujets-là chez les particuliers. Je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel. Évidemment, c'est sans perte de confort. Évidemment, ça doit être facile, donc pas dans une logique manuelle, mais dans une logique connectée et pilotée. Mais il faut que ce soit hyper attractif. Et donc, il y a un enjeu essentiel, et c'est bien de vous voir tous ici et d'avoir abordé ces sujets, mais il y a une concomitance entre la partie outillage, dispositif, mécanique, digitalisé, et la partie prix et facturation. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu auprès du particulier à bien comprendre l'intérêt en termes de facture qu'il aura à effectivement s'équiper, parce que derrière, il aura une division par 2, par 3 de sa facture d'énergie. Donc il y a une concomitance des offres de fourniture et des offres de flexibilité et des équipements que vous proposez qui sera essentielle pour l'adoption sur le marché. Donc le HEMS, effectivement, le gestionnaire intelligent d'énergie du logement, va se déployer progressivement en fonction des usages. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est je commence par mon chauffage électrique et après je rajoute des usages. En termes de coûts, c'est une centaine d'euros de l'installation. Tout dépend aussi du nombre de mètres carrés, du type de bâtiment résidentiel dont on est en train de parler. Et après, effectivement, il faut globalement, au sein de la filière, on ait un moyen d'interopérabilité pour que l'installation soit extrêmement simple, la moins coûteuse possible, et qu'on capte l'ensemble des données pour utiliser notamment les signaux tarifaires le mieux possible. Et après, ça va se déployer. Après, sur la notion de coût, chaque produit coûte. Après, il y a des dispositifs d'accompagnement financier qui sont construits ou qui restent à construire. Yvan, sur les offres, tu veux dire quelque chose? Je vais rajouter un point sur les offres. Et puis il y avait une question notamment sur les prix faibles sur le solaire, sur lequel je voulais également apporter une réponse. Sur les offres, oui, quelle est la promesse de gain pour le particulier quand il installe ce genre d'équipement? C'est une promesse de gain aujourd'hui pour lequel il faut bâtir les différentes briques. Et je ne sais pas vous dire aujourd'hui si demain la promesse de gain ce sera 100 € par an, 200 € par an, 300 € par an, j'en suis totalement incapable. Et la personne qui vous apportera une réponse ferme sur ce sujet-là, je conseille de la prendre avec une certaine prudence. 3 briques sont essentielles pour établir une confiance par rapport à cette promesse de gain, notamment sur le replacement des heures pleines, heures creuses, mais aussi sur des offres qui s'adaptent à des consommations qui, pour le coup, sont pilotées ou sont pilotées de façon automatique, comme on le dit, sans y penser ou sans trop y penser. Je préfère rajouter le terme sans trop y penser.
La première brique de cette confiance, c'est tout d'abord que les fournisseurs soient clairs sur les conditions de négociation. Et là, je parle beaucoup sur le consommateur particulier, sur les conditions d'offre. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc, petit coup de pub sur les engagements volontaires des fournisseurs, pour lequel on a eu un très grand succès, puisque quasiment tous les fournisseurs, à l'exception de quelques-uns pour lesquels la Creux est entrée dans une logique assez inédite pour elle, et néanmoins très puissante de Neyman Shem, on demande aux fournisseurs d'être très clairs sur les offres, et donc d'être capable de dire, quand vous prenez une offre, voilà ce sur quoi vous êtes sûr, ce sur quoi vous êtes moins sûr, sur quoi vous allez devoir prendre en charge ou en main directement le risque que vous prenez, et puis quelles sont les offres sur lesquelles on a vraiment une exposition du client 100% au risque spot, qui peut être d'ailleurs la volonté de certains clients. On n'est pas en train de dire, c'est pas un classement moral, c'est pas un classement entre guillemets de qualité des offres, c'est simplement quel est le risque que prend le client à plus ou moins long terme, quel est le degré de fermeté de ses offres. Le deuxième élément et la deuxième brique, c'est bien évidemment la brique réseau. Et le replacement des heures pleines heures creuses fait partie de cette deuxième promesse de gain, sachant que si on replace bien les heures pleines heures creuses par rapport aux heures dans lesquelles il y a beaucoup de production décarbonée, forcément il y a un gain réseau, puisque heure pleine heure creuse, comme son nom l'indique, normalement heure pleine ça coûte cher, heure creuse ça coûte pas cher, mais c'est aussi lié aux enjeux et aux contraintes du réseau. Et puis la troisième brique, j'insiste beaucoup dessus puisque le cœur du réacteur de formation des prix, ça reste quand même le marché de gros, c'est d'arriver à faire émerger des produits qui reflètent bien cette nouvelle déformation de ce qu'on appelle la demande résiduelle, c'est-à-dire que la cloche, c'est plus 8h, 20h, c'est peut-être 7h, 11h, on va dire gentiment, et puis 17h, 19h. Pourquoi c'est important d'avoir ces produits à terme ? Parce que je vais répondre à une question qui était, si on donne des signaux long terme aux heures de forte production solaire, est-ce que ce n'est pas un frein au PV ? Je vais le dire à l'envers. Si on ne donne pas des signaux à terme qui permettent aux consommateurs d'aller consommer sur ces heures-là, on ne fait qu'accroître le delta, ou on ne fait qu'accroître le déséquilibre entre la production et la demande. Donc on ne fait qu'accroître le fait que ces heures soient à des prix très bas, voire négatifs. Et dans ce cas-là, si on n'arrive pas à tirer parti des gisements de flexibilité pour pouvoir consommer quand l'énergie décarbonée n'est pas chère, on est sûr qu'elle sera encore moins chère. Ça s'appelle le phénomène de cannibalisation, terme ésotérique inventé par des économistes pour dire que quand il y a trop d'offres à une heure sur le marché électrique, les prix s'effondrent. Et plus il y aura de cannibalisation, moins les ENR qui produisent à ces heures-là seront en mesure de se rentabiliser, sauf à utiliser des moyens de soutien public. Et je ne vous fais pas un dessin, j'avais promis de ne pas parler de fiscalité, donc je ne parlerai pas non plus d'équilibre budgétaire, mais il ne me paraît pas tout à fait acquis que demain le développement des énergies renouvelables ne passe pas également par l'exploitation de ces flexibilités pour être capable finalement de se valoriser économiquement à des moments où les consommateurs industriels ou particuliers trouvent un intérêt à le faire et les producteurs trouvent un intérêt à produire. Merci Yvan, on va vous repasser la parole. Est-ce qu'il y a des questions soit dans la salle, soit en ligne ? Bonjour, Pierre-François Chenu, NJ, merci pour cet échange passionnant. Nous ne faisons pas partie, Yvan, mais tu le sais bien, des fournisseurs qui n'ont pas respecté les règles directrices. Ce que je voulais dire quand même, c'est dans cet échange tout à fait intéressant, c'est que il faut faire très attention à la promesse client qu'on fait. Les fraudeurs sont d'une créativité absolue, en particulier sur Internet, via les régies publicitaires, via les réseaux sociaux, des régies publicitaires qui en général sont à l'étranger. Et quand on voit des promesses de réduction de la consommation électrique pour des ménages, alors moi je suis sur le segment plus particulier des ménages, hein, je le dis, moi je veux qu'on rappelle bien ce que dit l'ADEME, hein. L'ADEME dit sur ce type de produit, en moyenne, on est sur une économie de 15% pour le consommateur. Bon, c'est vrai que nous, quand on le mesure avec nos produits, on peut aller un petit peu plus loin, mais attention à la promesse, voilà. Oui,
je peux me permettre de réagir. Il y a forcément des effets de bord à ces questions de modulation de la consommation. Mais 10 à 20% dans le tertiaire et une dizaine ou une quinzaine de pourcents chez les résidentiels, dès lors que ça fait 2/3 de la consommation française, c'est gigantesque. C'est gigantesque. On dit juste ça. Le potentiel est gigantesque. Et ça peut être facile. D'ailleurs, ça l'est. Voilà. Et je suis d'accord, il faut qu'on se garde bien des fausses promesses. Oui, bonjour, Franck Romanovitch pour Le Clé. Ma question concerne le secteur tertiaire et s'adresse particulièrement à Yvon Faucheux. Je voulais rebondir effectivement sur ce que tu as dit. Aujourd'hui, la part fourniture, c'est-à-dire la part électron, pèse à peu près 2 fois plus que la part du turp dans la facture. Ça dépend des prix de marché, mais c'est l'ordre de grandeur. On fait régulièrement, nous, des enquêtes au sein du Clé et 97 à 98% des achats faits par les entreprises ou les collectivités se font sur les marchés à terme. Donc seulement 2% au prix spot. Il faut bien avoir tout ça en tête, mais ça a été dit. Donc il est effectivement particulièrement important d'avoir des produits à terme qui reflètent ces nouveaux besoins de flexibilité. Donc ma question était un peu plus précise. Où est-ce qu'on en est des discussions avec EEX & Co ? Du fait qu'il peut y avoir des visions un peu différentes d'un pays à l'autre et que ce sont des produits européens, où est-ce qu'on en est ? Quels sont un peu en termes de calendrier ? Qu'est-ce qu'on peut espérer côté consommateur ? Merci. Alors, cher Franck, je vais être très déceptif sur le calendrier. On a commencé le travail et les discussions avec les bourses. 2 remarques. La première, c'est qu'évidemment, ce n'est pas régulatoire. Les bourses s'auto-organisent, il faut qu'il y ait de l'offre, il faut qu'il y ait de la demande. Et donc, leur premier message, c'est montrez-moi des gens qui sont capables d'offrir sur la base de ces produits à terme, des gens qui sont capables d'acheter ces produits à terme. Et à partir du moment où je suis convaincu qu'il y a un certain volume, bourse comme tout bon organisme privé, à partir du moment où il y a du volume d'activité, n'a pas d'état d'âme à faire ça. Deuxième, alors, c'est la première remarque avec une sous-remarque. Effectivement, on observe, quand on discute avec nos collègues européens, que la cloche du soir n'est pas forcément positionnée, ou du moins que le soir, le moment où les prix remontent, ce n'est pas exactement les mêmes entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Le nord de l'Europe, on commence plutôt vers 18h, 19h. Dans le sud de l'Europe, on commence un tout petit peu plus tard. Donc il y a une question de coexistence éventuellement de plusieurs produits. Après, les trading zones, les places de marché sont plutôt nationales. C'est les interconnexions qui en fait font la réduction de l'écart quand les interconnexions, et je me permets de lancer une petite félicitation à tous les opérateurs de réseaux de transport, les interconnexions ont été au rendez-vous de la crise énergétique en 2022 et ça nous a beaucoup aidé, notamment en France. La deuxième remarque, c'est qu'on ne touche pas au cœur du réacteur tous les 4 matins. C'est un peu comme un réacteur nucléaire. On ne va pas s'amuser à changer le design du circuit primaire parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un truc qui était un tout petit peu meilleur. Et donc, ça va quand même prendre un petit peu de temps. Je pense qu'il y aura sans doute des phases de test sur des produits, de voir comment ces produits vont monter en puissance. Mais là, je n'engage que moi. Avant que ça se stabilise sur des produits qui deviendront les produits de référence, qui seront ensuite échangés à des horizons 5 ans, 6 ans et qui deviendront des signaux d'investissement, malheureusement, il va y avoir quand même un tout petit peu de temps, un tout petit peu de rodage, ne serait-ce que pour vérifier que la déformation qu'on a observée ces quelques dernières années, pour être exact, ces 2 dernières années, c'est bien la déformation qu'on observera de façon pérenne et elle n'est pas liée simplement à un phénomène climatique qui a fait que la cloche solaire s'est positionnée là, jusqu'à 17h30 et pas 17h et pas 18h. C'est du fine-tuning, mais on a quand même des acteurs boursiers qui appellent notre attention sur le fait qu'un produit de marché long terme, si on veut qu'il soit liquide, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc s'il ne faut pas qu'il y en ait trop, il faut que celui qu'on met sur le marché soit le produit dominant et fasse 80% des besoins de volume. Après, on peut y avoir des options qui permettent de diversifier un peu. Mais que si on se trompe sur ce produit-là, c'est toujours très très difficile de reprendre une nouvelle dynamique derrière. Donc je ne peux pas donner de calendrier parce que quelque part on a quand même un tout petit appel à la prudence qui est très compréhensible, qui est qu'un marché de gros français, européen, il a mis 15 ans à émerger. Enfin, entre les toutes premières directives et le moment où on a commencé à observer des maturités suffisamment liquides sur des horizons 3 ans, 4 ans, ça a pris quand même beaucoup de temps. Donc
c'est un sujet, oui, on est dessus. Ça n'est pas notre compétence pleine et entière puisque c'est une organisation des acteurs de marché. Et enfin, il ne faut pas se tromper parce que c'est un élément qu'on ne reprend pas tous les jours, qu'on ne reprend pas tous les 2 ans. Merci. Il y a une... On a 2 questions en ligne sur FlexReady. D'abord la première, concernant l'API FlexReady, quel est son niveau de maturité? Quelles sont les parties prenantes intégrées dans son élaboration? Et est-ce qu'on a une idée du calendrier de mise à disposition fonctionnelle? Je vais même peut-être prendre les 3 rapidement du coup. Alors, si vous voulez bien les... Donc, oui. sur l'API FlexReady, ça fait quelques temps en fait que c'est en préparation. Hein, donc c'est un travail collectif dans lequel Jimelec a été partie prenante pour consolider les attentes des différents acteurs, travaille beaucoup avec les agrégateurs. Voilà, mais l'idée c'est que les spécifications sont très mûres et soit elles sont finales, soit elles sont pas loin d'être finalisées. Le deuxième point sur la cyber, très important dans le BACS, c'est un système... Laurent, est-ce que tu peux lire la question parce que je suis pas sûr que la salle voit le chat du Teams. Deuxième point, c'est un point sur comment est-ce qu'on voit le rôle de la cybersécurité au sein du BACS, quel est le niveau de sécurité, faible, moyen, élevé, par rapport à la flexibilité, à la consommation. Alors le BACS, c'est donc un système opérationnel dans les bâtiments. Donc effectivement un système important en termes de sécurité, à la fois en ce qui concerne les équipements eux-mêmes, est-ce qu'ils sont cybersécurisés? Là je dirais que c'est beaucoup le travail des industriels de s'assurer que du silicone jusqu'à leurs automates, puisque c'est la partie qui fait les calculs dans le BACS, ce soit sécurisé. Donc il y a un certain nombre de normes IEC qui existent sur le niveau de cybersécurité des produits eux-mêmes. Et puis après, un gros sujet de cybersécurité, c'est le déploiement, et en particulier le déploiement des réseaux. Vous avez vu que les BACS sont dorénavant, pour la plus grande partie, en full IP, ce qui veut dire qu'il faut faire une ségrégation du réseau par rapport au reste de votre réseau IT, etc. Et ça, c'est un travail de filière avec l'écosystème des intégrateurs et installateurs. Mais je dirais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les BACS ont surtout été déployés dans les grands bâtiments. Dans les grands bâtiments, il y a des bâtiments critiques. Et donc, ça a toujours été un sujet d'attention, ce qui veut dire que pour moi, c'est pas une idée qui vient à la dernière minute. Ça fait longtemps que la filière travaille sur ces notions-là. Donc, j'aurais tendance à dire c'est un niveau qui est plutôt élevé, mais après, ça dépend effectivement des infrastructures et de la mise en œuvre. Le dernier point sur le Smart Readiness Indicator, c'est un bon point. Je rappelle que, alors, la question, est-ce que le BACS FlexReady est une réponse au Smart Readiness Indicator SRI soutenu par la Commission européenne, actuellement en test dans 14 pays européens? Le SRI fait partie en fait de EPBD, qui était donc la directive européenne sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Il était très centré sur l'efficacité et sur la décarbonation, mais à mon sens, il faudra que je revisite ça parce que le SRI a été conçu il y a quelques années, probablement pas avec une prise en compte maximale de l'impact du fait de moduler la demande sur les réseaux électriques en Europe. Donc c'est un point qui mérite le coup d'être réinvestigué pour voir si on le prend mieux en compte dans un SRI futur. On va prendre une dernière série de questions. Je crois que monsieur... Oui, et monsieur... Attendez, monsieur qui a un micro, je vous en prie, allez-y. Bonjour, Jérémy Assayac de Sobri Énergie. On comprend que finalement le signal prix c'est le levier majeur pour activer la flexibilité. Or aujourd'hui en France on a 20 ou 22 millions de contrats TRVE à prix fixe qui est à peu près l'ennemi numéro 1 de la flexibilité. Donc ma question elle est simple, est-ce que le TRVE a encore de l'avenir en France ? C'est pas... Pardon monsieur, mais c'est vraiment le sujet du jour. On va laisser Yvan répondre, mais il y a des interlocuteurs qui sont compétents pour vous répondre, qui ne sont pas sur cette scène. Donc Yvan, tu peux... Oui, et je rappelle, dans le TRVE, il y a quand même de la modulation journalière, voire saisonnière. Donc je ne sais pas si l'affirmation, le TRVE est l'ennemi de la flex, j'ai un peu de mal à la prendre tel que. En tout cas, oui, le tarif de base non modulé, oui, quelque part, c'est l'ennemi de la flex. Mais d'un autre côté, est-ce que le TRVE est l'ennemi des offres modulées journellement, surtout quand il y a des heures pleines heures creuses?
Mais c'est une autre question qui se débattra dans d'autres cénacles. Et après... Attendez, il y a un micro là-bas. Bonjour, Antoine Vinck, La Française. Je me réjouis de cette initiative, je trouve ça super. En revanche, en termes de temporalité, nous, l'équipement en bac, c'est un chantier qui se termine presque. Les échéances commencent à être à 2025. Donc, comment je fais pour rendre flex mes GTB si elles sont connectées, équipées? Est-ce que ça a un coût? Et est-ce qu'on peut facilement coupler un agrégateur dans le dispositif? Laurent, tu peux... Alors, rendre une GTB existante flex, on est en plein travail sur le sujet parce que ça dépendra des générations de GTB, etc. Je rappelle que beaucoup des GTB modernes, ce sera relativement marginal, puisqu'une fois encore, elles sont déjà communicantes ou aisément communicantes. Donc les modifications sont... D'abord, c'est que sur le haut du système, hein, c'est-à-dire que l'ensemble du système reste identique. Donc c'est des modifications qui sont relativement limitées. Donc je pense que pour l'essentiel des systèmes, ça devrait être assez facile. La deuxième question, c'était... Combien ça coûte? Oui. Ben, ça, on va le voir à mesure que justement on fait des vrais tests terrain sur des bâtiments existants. Mais je pense que comme les interventions sont relativement limitées, qu'il n'y a pas de hardware incrémental ou de choses comme ça, ça ne devrait pas être extraordinairement complexe. Maintenant, il y a un point qu'il faut quand même garder en tête dans la flexibilité, c'est la programmation de la GTB, en particulier pour créer ce qu'on appellerait un merit order de l'ensemble des actions à mettre en œuvre. Voilà. Donc ça demande du travail, hein, qui est de dire, si à un moment je veux utiliser moins d'énergie dans le bâtiment, c'est par quoi que je démarre. Voilà. Et ça, c'est bâtiment par bâtiment, un vrai travail. On va prendre une question à gauche, monsieur, et puis il y a un micro à droite. On va commencer par la gauche. De tous les installateurs, électriciens, chauffagistes, entreprises du génie climatique, puisqu'à la fin, ce sont eux qui seront capables d'expliquer aux particuliers l'intérêt de passer à ces solutions de pilotage et de raconter un écosystème qui est plus complexe que ce qu'on a aujourd'hui, où on installe des panneaux, on installe une pompe à chaleur, mais il faut arriver à expliquer tous les bénéfices sur la longue durée. Merci. David, tu peux prendre? C'est évident que si on veut... déployer le HEMS ou le gestionnaire intelligent d'énergie dans le résidentiel, il faut mobiliser toute la filière et former le maximum d'intervenants. Donc ça peut se faire les fabricants qui proposent des formations sur les solutions, mais aussi globalement des formations qui permettent de simplifier le discours vis-à-vis du particulier. C'est un enjeu majeur. Je partage tout à fait le sujet. Tu peux ajouter un élément au nom de Think Smart Grid. Pourquoi est-ce que Think Smart Grid a travailler, dévoiler aujourd'hui Flex Ready, parce que c'est probablement un moyen plus simple d'aligner les filières jusqu'au résidentiel. Les acteurs tertiaires sont moins nombreux par définition, sont plus concentrés. Et ça a vocation à montrer l'exemple. Donc c'est là qu'il y a le plus gros gisement, c'est là que c'est probablement le plus facile, c'est là où c'est plus concentré. Et donc le pari aussi, hein, tout en embarquant la question résidentielle en même temps, c'est d'utiliser cette structuration de ou des filières via le résidentiel pour accélérer l'irrigation vers le résidentiel. Ça n'empêche pas l'IGNES, David Descamps et les autres de proposer des solutions techniques et bien évidemment de travailler sur la question de la tarification et de l'incitation économique, parce que bien évidemment elle est au cœur de nos sujets. Ça vaut pour ceux qui sont sur le marché pour le gros tertiaire, mais ça vaut aussi pour le résidentiel. Alors monsieur avait une question là-bas. Mathieu Rochard, Symphonix. Il faudra faire descendre un micro en dessous. Oui. Mathieu Rochard, Symphonix, service de déport des heures pleines vers les heures creuses. Et on avait une question sur un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, qui est la mise en extension des tarifs bases. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le calendrier? Moi non. Ah, aujourd'hui non. Non. Désolé, je suis très déceptif, hein, je sais.
Monsieur ? Oui, bonjour, Dominique Ramard, je suis vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, je suis maire d'une commune de Bretagne. Moi, je m'aperçois que dans les bâtiments publics, on n'a pas réussi à embarquer aujourd'hui, alors non seulement les propriétaires des bâtiments, pas plus que les usagers, et encore plus des usagers qu'on appelle aussi des occupants, notamment dans les écoles. Et avec les dispositifs existants, qui sont parfois pilotables, on n'a pas réussi en fait à vraiment les faire bien utilisés. Est-ce que là, c'est la promesse qui nous est faite aujourd'hui, intègre cette nécessaire association en fait, des usagers pour être sûr que ça puisse bien fonctionner? Laurent ? Alors, je pense que dans le bâtiment tertiaire, c'est effectivement une condition sine qua non de succès. On en parlait, hein, aujourd'hui, un système sur deux qui n'est pas bien géré, parce que probablement il n'y a pas eu effectivement suffisamment de travail avec les facility managers. Je dirais dans les plus petits bâtiments, ça va aussi passer par des changements d'usage, dans le sens qu'on n'a pas nécessairement un facility manager à résidence, entre guillemets. Et c'est là que les plateformes cloud, où on pourra avoir ce qu'on appelle du managed service, c'est-à-dire la capacité qu'il y ait quelqu'un qui, de façon déportée, soit capable de regarder l'ensemble du système, de voir s'il y a des défauts dans l'utilisation, et ensuite de refermer la boucle en appelant l'opérateur ou l'utilisateur du bâtiment de façon à pouvoir débriefer et voir comment progresser, ça va être très important. Mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que l'ensemble de l'écosystème immobilier est absolument clé, c'est qu'il va y avoir des changements de comportement, pas tant des occupants des bâtiments que des utilisateurs de ces systèmes. Facility manager, maintenancier, opérateur. Et je pense qu'il y a une partie qui est technologique. Comment donner accès le plus aisément possible aux données. Donc là, c'est les interfaces software, la capacité à se connecter à distance, etc. Et puis après, des aspects soit de comportement, soit, comme on l'a dit, de règles, c'est-à-dire si on fait le recommissionnement une fois tous les 6 mois, une fois par an, etc. Des bonnes pratiques qui font que les systèmes marchent vraiment. Merci. Y a-t-il une dernière question, madame? Ce sera la dernière. À moins qu'il y en ait une en ligne. Bonjour. Marion Perrin, Société Énergie Pool. Nous sommes agrégateurs et donc il y avait une question qui était les agrégateurs pourront-ils être embarqués via les API? Bien sûr, on est très impliqués dans on surveille ces API et on se rendra compatible à ces API. Une réflexion, on est en train de passer d'un paradigme efficacité énergétique vers un paradigme consommer au bon moment, et peut-être les indicateurs ne sont pas tous bien designés pour ça, dans la mesure où c'est aligné au niveau du CO2, c'est là où on aura l'indicateur pertinent, pas nécessairement au niveau purement kilowattheure, et ça nous envisage peut-être un bel avenir pour des offres, et c'est là un petit peu une question de stimulation. On fait ça au Japon, par exemple, c'est quelque chose qui sera peut-être déployable en France sous peu par les agrégateurs. Merci. C'était pas une question. Mais si je peux simplement rappeler un point, on n'a pas fini le travail sur l'efficacité énergétique quand même. Hein. On en est au début. Donc je pense que c'est vraiment complémentaire. Et c'est la chance du Bax Flex Ready, c'est que c'est ces deux promesses en un. Tu me l'enlèves de la bouche sur l'efficacité, j'entends. Il y avait une dernière question en ligne, donc je vous propose que ce soit la dernière tout court. Benjamin, tu nous la lis, s'il te plaît. Elle est un peu longue. Et elle sera pour David Descamps. Comment voyez-vous à terme le fonctionnement des HEMS si les tarifs de fourniture horaire se développent? Comment faire en sorte que les volumes de flexibilité qui sont activés ainsi sans être visibles du marché, car non portés par un acteur responsable d'équilibre connecté au marché, que ce soit le fournisseur ou l'opérateur dit explicite, donc comment faire en sorte que ça ne crée pas un effet à l'encontre de celui initialement désiré, en créant de nouveaux pics de prix ou contre un réseau par exemple? Ne faut-il pas, pour conclure, que toute flexibilité activée soit de fait visible par le système, par le marché, surtout si on atteint des volumes très importants? C'est tout l'enjeu du fonctionnement du gestionnaire intelligent, c'est qu'il faut que les dispositifs mis à disposition par les industriels soient simples et captent en automatique l'ensemble des données du fournisseur d'énergie pour justement
piloter au mieux en fonction des signaux de flexibilité. C'est un enjeu majeur. Merci. Je vois qu'il n'y a plus de questions en ligne. Et plus dans la salle. Je vous remercie infiniment de votre participation. Merci infiniment à l'ensemble des acteurs de la filière et des filières qui se sont mobilisés et qui, je vous le promets, vont continuer à le faire. Merci de votre participation, merci de ces engagements, merci au public et à bientôt.